Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Il est 18 h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le lundi 8 mars 2021, au sommaire ce soir. Cette édition sera très largement consacrée aux femmes en cette journée internationale des droits des femmes. Nous parlerons des femmes précaires pour débuter ce journal et un chiffre résume à lui seul leur situation. 64% des personnes qui reportent ou renoncent à un soin par manque de moyens sont des femmes. Fanette de Buisson s'est rendue à la halte, un accueil de jour pour les personnes sans domicile fixe. Et puis nous prendrons la direction de la piste olympique de bobsleigh à La Plagne en Savoie. Nous sommes allés à la rencontre de Margot Bock et Carla Sénéchal, les nouvelles pépites du bob français. Les deux jeunes championnes pleines d'ambition ont les Jeux Olympiques 2002 de Pékin dans leur viseur. Je vous le disais en titre, 64% des personnes qui reportent des soins ou y renoncent par manque de moyens sont des femmes. Il y a la précarité menstruelle dont on parle un peu plus depuis quelques temps, mais la problématique est beaucoup plus large. Violence, hébergement, accès aux soins, les femmes précaires souffrent d'une double peine dans de nombreux domaines. Fanette de Buisson s'y est intéressée en cette journée du 8 mars. Elle s'est rendue à la halte, un des accueils de jour d'Annecy, pour les personnes sans domicile fixe. Voyez son reportage. Chaque année, près de 10 millions de femmes renoncent à se soigner en France, faute de moyens. Femmes et précaires, une réalité particulièrement difficile à affronter, une réalité que l'équipe de la Halte, un abri de jour installé à Annecy, constate tous les jours. On accueille déjà un public de femmes qui a quitté le domicile conjugal pour des violences conjugales, donc des femmes qui se retrouvent à la rue. Et voilà, on a donc des femmes qui sont en général entre 30 et 50 ans. Et voilà, pour lesquelles on va proposer une orientation vers des structures qui vont les protéger. Mais avant l'orientation, il y a un laps de temps où ces femmes se retrouvent à la rue. Ça peut être une difficulté parce que les lieux accueil de jour et accueil de nuit, les places 115, comme on dit, sont tous mixtes sur le bassin annécien. Les places d'urgence, du coup, les femmes se retrouvent avec des hommes et bien souvent, même ici, au sein de l'accueil de jour, il y a une appréhension à être auprès d'hommes. Une fois par semaine, à la halte, la sage-femme de la PASS, la permanence d'accès aux soins de santé de l'hôpital d'Annecy, accueille celles qui le souhaitent sans rendez-vous. Intimité, précarité menstruelle, violence, grossesse, maladie, situation administrative, stress, les raisons de pousser la porte sont nombreuses. L'idéal, ce serait de voir naître un centre d'hébergement dédié aux femmes. Ça, ce serait vraiment l'idéal pour elles. Un endroit où elles se sentiraient en sécurité, où elles pourraient vraiment déposer leurs affaires, où on pourrait aussi avoir des intervenants autour de la santé des femmes. Et puis surtout, cette grosse problématique de la disponibilité du corps. C'est-à-dire que les femmes en situation de précarité, parfois, elles vont être beaucoup plus vulnérables à toutes les violences. Et puis parfois, elles vont aller se mettre en couple avec des hommes, pas par passion amoureuse, mais simplement pour être à l'abri, pour avoir un lieu. Et puis après, on a aussi des hommes qui leur font un peu miroiter une vie plus stable, des papiers. Et puis après, dans la réalité quotidienne, on est loin de ça, quoi. C'est un peu le message qu'on a envie de leur faire passer déjà à elles, sortir un peu des stéréotypes, et puis au pouvoir public pour que les femmes puissent travailler cette dimension-là qui est importante. Un message que l'équipe transmet aux patientes avec pudeur, un message à répéter encore et encore. Selon une étude de l'INSEE réalisée en 2012, 2 sans-abri sur 5 sont des femmes. C'est un tout petit peu beaucoup, mais c'est parce que vous êtes stressés, c'est normal. Et concernant la précarité menstruelle, les distributeurs de protection périodique sont mis à disposition des jeunes femmes dans les toilettes de certains établissements annéciens depuis le 26 février. Elles peuvent désormais se servir gratuitement en serviettes hygiéniques et en tampons 100% bio. En phase d'essai pour 6 mois, ce dispositif piloté par la ville d'Annecy est installé sur les campus de l'université Savoie-Mont-Blanc, à la mission locale et au bureau d'information jeunesse, afin de répondre à la précarité menstruelle chez les jeunes femmes. Au total, une dizaine de distributeurs a été mise en place sur Annecy pour cette opération qui vise à changer le regard actuel de la société sur les menstruations. Cette journée du 8 mars, instituée en 1977 par l'ONU, a bien été créée au départ pour une perspective militante. Égalité salariale ou encore lutte contre les violences conjugales, ce sont autant de combats portés par les associations féministes depuis des dizaines d'années. Ce samedi, le collectif Nous Toutes 74 a réuni des centaines de manifestants dans les rues d'Annecy. Victoria Lopez a suivi la marche violette. Le violet, mélange du rose bonbon et du bleu, étant le symbole de la lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Reportage. Mobilisés, unis, déterminés, hommes et femmes ont marché main dans la main dans les rues d'Annecy.
Un cortège de plus pour demander encore l'égalité et le respect des droits des femmes. Une lutte plus que jamais au centre de l'actualité. Je pense que c'est pas la parole qui s'est libérée, c'est les oreilles qui se sont ouvertes grâce aux différents mouvements MeToo, Balance ton port, enfin voilà, tout ce qui se passe dans les milieux étudiants aussi, on le voit bien avec Sciences Po et tout ça. Il y a des choses qui se font, c'est encore pas suffisant, on a besoin encore de montrer qu'on est présente et de continuer à faire avancer les choses plus vite, on ne peut pas juste attendre que les choses se passent, sinon en 2050, en 2500, on en sera toujours à devoir se battre pour l'égalité. Chaque année, à l'occasion de la journée du 8 mars, les collectifs, les associations et toutes les personnes qui souhaitent défendre le droit des femmes se mobilisent. Pour se faire entendre, mais pas seulement. C'est un peu comme un rituel pour nous et c'est vrai que ça fait du bien de voir toutes ces femmes qui s'unissent, toutes ces femmes qui sont ensemble et qui crient pour une même cause, qui crient pour leurs droits en fait et pour être reconnues, pour être écoutées, pour être libres. C'est vrai que ça fait beaucoup de bien. C'est déjà un rituel et aussi ça permet à beaucoup de femmes de se sentir soutenues et de se sentir unies. Et puisque l'union fait la force, le combat repose aussi sur la mobilisation de toutes les générations. L'égalité homme-femme, c'est vraiment une cause qu'on doit défendre en 2021. Et je trouve ça absurde que dans les lycées, que dans les collèges, ou même dans l'université, ou même en général dans la vie de tous les jours, en 2021, on a encore à devoir se battre pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Et je trouve ça vraiment dégueulasse qu'en tant que lycéen, même dans les cours de nos lycées, on a des comportements qui sont des violences sexuelles et sexistes et on doit se défendre face à ça. On a des blagues de très mauvais goût, comme les femmes à la cuisine, il faut arrêter de dire ça, c'est dégueulasse vraiment. Et à un moment donné, il faut se concentrer sur l'égalité homme-femme et dire que, bordel de merde, on est tous humains et qu'il n'y a qu'un seul genre, c'est le genre humain, et qu'on doit être égaux. Voilà, c'est tout. En 2020, 90 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. En 2018, plus d'1 million de femmes déclaraient avoir subi des injures liées à leur sexe hors du cadre conjugal. Le sexisme, lui, s'exprime toujours dans le milieu professionnel. Les femmes perçoivent en moyenne une rémunération inférieure de 28,5% à celle des hommes. On continue de parler de cette journée du 8 mars avec un portrait, désormais celui de 2 femmes qui ont lancé leur activité seules au milieu des Bauges. Ces 2 maraîchères ont investi pour créer leur verger de fruits. Indépendance, autonomie, proximité avec la nature, autant de raisons qui les ont poussées à quitter leur ancienne vie. C'est un sujet signé Lorena Bordiek. C'est là, au milieu des champs encore en friche, que Hélène prévoit de planter sa production de fruits rouges et d'arbres fruitiers. Un véritable verger qu'elle autofinance. J'ai repris un travail à temps partiel depuis le mois de décembre dans un collège, donc j'enseigne les sciences de la vie et de la terre, les SVT, et ça me permet de mettre un peu d'argent de côté pour financer ma clôture, mes plants. C'est un projet mûri qui bourgeonne. Elle commencera à planter des figuiers et des noyers à l'automne prochain. Pour l'instant, elle s'attelle à la réfection de la clôture afin de protéger ses futurs plants des cerfs qui viennent bramer dans la plaine. Il faut avoir cette conscience aussi que c'est difficile, c'est fatigant, c'est pas drôle tous les jours. Donc je pense qu'il faut être vraiment très motivé. Et je pense qu'il faut aussi prendre son temps. Enfin, moi, j'ai vu, c'est un projet que je réfléchis depuis 5-6 ans. Je vois plein de femmes qui s'installent en agriculture. Je pense que le métier est en train de changer et on n'a pas les mêmes envies. Et finalement, il y a beaucoup de femmes qui ont envie de faire de l'agriculture, mais pas avec toutes les contraintes que la génération d'avant a pu avoir. Aujourd'hui, on arrive à concevoir des projets plus petits. Moi, j'ai 6000 m². C'est vraiment pas beaucoup. Et mon projet, il est viable. Anne-Laure, elle, a déjà commencé à commercialiser sa production de fruits qu'elle cultive sur son terrain de 5600 m². Elle a changé de vie en 2016. Elle a pu bénéficier d'un congé de formation qui lui a permis d'avoir des revenus pendant sa reconversion. Elle est désormais autonome. Pendant 1 an, j'ai été à l'école, donc ça nous forme au niveau technique, mais aussi au niveau administratif, comptabilité, pour vraiment pouvoir gérer tout dans son entreprise, dans son exploitation. Autrefois, elle travaillait pour une grande enseigne, les yeux rivés sur l'ordinateur. L'inconnu ne me fait pas peur. C'est vrai qu'il y a des personnes qui me disent « Ah mais dis donc, t'es courageuse, t'as passé le pas, t'as franchi ». Alors que pour moi, c'était vraiment quelque chose que j'avais dans les tripes, dans le cœur. Lors de sa toute première récolte cet été, elle a ramassé 150 kilos de fruits. Elle les transforme dans sa cuisine et les livre à des micro-entreprises locales comme celle de Florence. Un modèle de circuit court, version entrepreneuriat féminin.
L'association À chacun son Everest, créée en 1994 par Christine Janin, poursuit son action auprès des jeunes, auprès des femmes et des enfants en rémission d'un cancer. Cet accompagnement s'est dernièrement décliné en faveur du personnel soignant particulièrement touché par la crise sanitaire. Emmanuel Jaude s'est rendu au pied du Mont Blanc pour rencontrer la première Française qui a gravi le toit du monde. Reportage. Depuis plus d'un quart de siècle déjà, l'association À chacun son Everest accueille des femmes et des enfants en rémission de cancer. Un accompagnement qui a pour origine les aventures de Christine Janin sur les terres les plus hostiles du globe. Première Française au sommet de l'Everest, première femme à avoir atteint le pôle Nord sans moyens mécaniques et première Européenne à avoir conquis les Seven Summits, cette médecin de formation a très vite compris les parallèles entre les difficultés d'une ascension et celles de la guérison. Je crois que j'ai commencé vraiment sans savoir du tout ce qui allait se passer. Et ça fait effectivement 26 ans, 4590 enfants accueillis, 1400 femmes et maintenant 200 soignants. Et voilà, tout ça c'est un chemin de vie qui m'a permis de grandir, de redescendre de mon Everest et d'inventer peut-être ma médecine. La médecine, j'aime bien dire la médecine de l'Everest et surtout la médecine de l'âme. D'accompagner cet après-cancer qui est compliqué. Installée depuis une décennie déjà dans la maison de Joseph Vallot à Chamonix, l'association organise des séjours pour partager et se reconstruire. Grâce à de nombreux outils comme l'escalade, le yoga ou la randonnée, il s'agit donc de redonner à tous ceux qu'elle accueille le sourire et une nouvelle énergie, et ce, même si l'engagement physique n'est plus aujourd'hui la clé de voûte de la rémission. Au bout de 25 ans, j'emmène plus la même énergie et puis que j'ai compris aussi que voilà, il faut aussi lâcher prise, que c'est pas à fond, c'est cet équilibre qui est juste entre le sport, du yoga, c'est du sport, c'est de la respiration. Après, on va garder la nature, on va garder des belles balades et tout, mais sans être forcément à fond comme j'ai pu l'être. Et ce que j'explique aux enfants, aux femmes, c'est que c'est pas des outils que j'ai mis en place pour des gens qui sont malades, c'est juste, et c'est pour ça que ça marche pour les soignants et que ça marcherait pour tout le monde, c'est que c'est juste pour aller bien, pour se faire du bien, s'aimer. Si aujourd'hui le contexte sanitaire ne permet plus d'accueillir autant de femmes et d'enfants qu'auparavant, ce sont donc désormais les personnels soignants qui font vivre la maison, eux aussi en quête d'eux-mêmes. Une évolution qui reste toutefois dans l'esprit initial de la démarche. C'est ce chemin qui m'a permis d'être là maintenant. J'aurais pas vécu toutes ces embûches, je serais peut-être pas allée chercher, j'aurais pas osé non plus moi apprendre, me remettre en question et tout. Donc, faut pas hésiter, il faut pas avoir peur de se tromper. Mais il faut pas trop se tromper. Plus de 30 ans après sa conquête de l'Everest, Christine Janin ne lâche rien. Quant à son association, elle est encore promise à un bel avenir. En effet, d'ici la fin de l'année, pas moins de 200 femmes en rémission d'un cancer du sein devraient être reçues à Chamonix afin de trouver la force nécessaire pour triompher de leur Everest personnel. On reste dans le domaine de la montagne au féminin avec mon invité du jour. Je suis en liaison vidéo avec vous, Anne Benoît-Janin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue, écrivaine, spécialiste de la montagne, entre autres choses. Et votre dernier ouvrage, Les Népalaises de l'Everest, propose une rencontre avec 9 femmes hors du commun. C'est bien cela? Oui, tout à fait, oui. Hors du commun. Le sous-titre du livre, c'est « Quand ascension rime avec émancipation ». Dans quelle mesure, selon vous, est-ce que c'est lié? En fait, ces femmes, au Népal, il faut voir d'où elles viennent. Elles sont, au Népal, les femmes, elles n'ont comme objectif que de se marier, d'avoir des enfants. Une fois qu'elles sont mariées et qu'elles ont des enfants, leur rôle, c'est de rester à la maison, de s'occuper de leur famille, du foyer, etc. Donc, la première la première Népalaise qui a gravi l'Everest, elle a dû braver les interdits et elle a dû payer comme une étrangère pour gravir l'Everest. Donc ça, c'est déjà s'émanciper, c'est déjà aller à l'encontre des personnes des traditions, de tous les interdits et des rôles qu'on assigne aux femmes. Pourquoi est-ce que c'est si difficile aujourd'hui d'être une femme et de vouloir gravir les plus hauts sommets du monde dans un pays comme le Népal, justement? Parce que, alors, dans le livre, je parle de cette difficulté, ne serait-ce tout simplement, il y a une tradition au Népal qui est maintenant bannie, mais qui existe quand même encore, qui est la Chopadi. En fait, quand les femmes ont leurs règles, elles ne peuvent pas, côtoyer des hommes, des femmes, elles ne doivent pas toucher l'eau, la nourriture. Donc vous imaginez quand il faut partir à l'Everest, ce que ça peut représenter. Ça veut dire qu'on va dormir avec certainement son Sherpa dans la même tente, qu'on va partager les repas avec les personnes, qu'on aura certainement ces menstruations. Donc du coup, c'est déjà un obstacle. Et puis le fait de sortir de chez soi, d'aller
un mois en dehors de son foyer, c'est pas du tout habituel, c'est très mal vu. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné lors de ces échanges avec ces 9 femmes hors du commun, comme on l'a dit en début d'interview? Alors, je suis très impressionnée par les Népalais en général, et ces femmes, elles ont une légèreté, une simplicité pour parler de cet exploit qu'elles ont réussi, parce qu'aller à l'Everest, c'est énorme. On n'imagine pas ce que ça peut être, mais aller sur les plus hauts sommets du monde, le K2, c'est énorme. Et quand elles vous parlent, on a l'impression que c'était une balade de santé, quoi. Il y en a une, Maya, qui est un petit peu, qui sourit un petit peu, mais par exemple, Dawa, dans Yeongzoom, quand elle raconte son premier Everest, elle dit qu'elle l'a fait en tant que porteuse, et en tant que porteuse, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile que de faire l'Everest tout seul. Donc, mais bon, voilà, c'est les seules fois où elles font un petit peu, elles disent qu'elles ont été fortes, sinon elles sont très, très modestes dans leur récit. Justement, quel est le regard des hommes sur des femmes comme celle-ci? Des Népalais? Oui. Alors, une fois qu'elles ont réussi le sommet, elles sont vénérées. Ce sont des demi-déesses. Elles sont complètement dans les familles, les adorent. Elles sont le père qui avait banni. Il y a une femme, Maya, qui, en fait, quand elle avait 14 ans, son père a voulu la marier à son cousin, et elle a refusé. Elle a fui le mariage. Donc, elle a été complètement considérée comme perdue par son père. Son père a déchiré les photos d'elle. Il l'a considérée comme morte, et il l'a reniée complètement. Donc, une fois qu'elle a gravi l'Everest, après, son père, il l'a complètement reconnue. Elle est dans son village, elle est très respectée. Voilà, c'est tout ou rien. Donc, du coup, l'ascension de l'Everest, ça leur ouvre des portes incroyables. Et elles deviennent des modèles. C'est surtout ça qui est intéressant. Une dernière question, Anne-Benoît Janin. Comment ces femmes népalaises que vous avez pu rencontrer et les autres femmes, par quel autre biais elle peut s'exprimer, cette émancipation? Autrement que par la montagne? Voilà. Alors, à Katmandou, il y a quand même beaucoup de femmes qui travaillent, qui ont des métiers tout à fait comme les hommes, qui sont embauchées, voilà, donc il y a beaucoup de voies, mais disons que la montagne, c'est quand même un secteur qui était extrêmement réservé aux hommes jusqu'à maintenant. Donc c'est plus spectaculaire. Mais sinon, elles sont comme nous en France, de plus en plus dans les villes, donc à Katmandou, elles commencent à avoir des activités comme les hommes. Merci beaucoup, Anne-Benoît Janin. Je rappelle votre ouvrage, Les Népalaises de l'Everest. Merci beaucoup, bonne continuation. Merci, au revoir. On prend la direction de la Savoie à présent pour aller à la piste olympique de bobsleigh. C'est là-bas que Margot Bock et Carla Sénéchal s'entraînent en cette fin de saison. Les deux nouvelles pépites de la discipline rêvent de représenter la France dans moins d'un an aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin. Il s'agirait là d'une première pour un équipage français en bobsleigh féminin. Reportage. Ce début du mois de mars marque la fin d'une longue saison pour Margot Bock et Carla Sénéchal. Pour Margot, la pilote originaire de la Plagne, et Carla, la pousseuse chambérienne, cette saison 2020-2021 est surtout celle de la confirmation. À respectivement 21 et 24 ans, les deux bobeuses du Team France ont clairement franchi un palier cette année. Pour preuve, pour leur première participation à des mondiaux seniors de bobsleigh en février dernier, leur 15e place finale ne les a pas totalement satisfaites. Contente d'un côté et un peu déçue d'une autre part. Contente parce qu'on a pu prendre de l'expérience, on a pu faire 3 belles descentes. On commence à voir où on peut se placer au niveau des meilleurs. Après, un peu déçu parce que d'une part, il y a une manche qui a été ratée, donc forcément de la déception puisqu'on voulait accrocher un top 10. Et aussi déçu d'avoir été blessée malheureusement sur cette épreuve. Pour Margot Bock, sacrée championne du monde des moins de 23 ans au mois de janvier avec Madison Stringer, une autre coéquipière, la progression est même fulgurante. Les deux jeunes femmes amies dans la vie ont désormais de vraies ambitions qu'elles n'ont pas peur d'afficher. Elles veulent être le premier équipage féminin du bobsleigh français à se qualifier pour les Jeux Olympiques en 2022. Je pense qu'on peut aller très loin parce qu'on est ambitieuse et très motivée. On est prête à tout pour performer, pour réaliser notre rêve. Donc je pense qu'on peut aller très très loin vraiment sans prétention. Depuis qu'on est toute petite, depuis qu'on sait faire marcher, courir, on rêve de faire les Jeux Olympiques avec Margot. Donc ça déjà, d'y participer, c'est un rêve. D'être le premier équipage féminin français, c'en est encore un autre, donc c'est vraiment que du bonheur et j'espère qu'on va y arriver. Et pourtant, rien ou pas grand-chose ne prédestinait ces deux grandes sportives à se rencontrer et encore moins à faire équipe. En juillet 2018, Margot, qui a décidé de quitter la luge pour le bobsleigh, contacte via les réseaux sociaux Carla, qui pratique l'athlétisme, pour lui présenter son projet un peu fou de participer un jour au JO. C'est un véritable coup de foudre professionnel et aujourd'hui les deux championnes font des étincelles au plus haut niveau
et l'estime entre elles est totalement réciproque. Et je ne pourrais jamais la remercier suffisamment pour tout ce qu'elle a fait pour moi. C'est une personne extraordinaire qui est vraiment dévouée et qui fait tout pour réussir. Et vraiment, je suis qu'admirative. Elle est très jeune. Je suis jeune aussi, mais elle est très très jeune. Elle est hyper ambitieuse et je lui souhaite que le meilleur. C'est quelqu'un de vraiment très bien. C'est une fille qui est attentionnée. Elle est déterminée. Elle sait ce qu'elle veut. Et pour moi, c'est quelqu'un qui ira loin, autant dans le sport que dans sa vie, puisque elle sait où elle va et elle sait ce qu'elle a envie et c'est le plus important. Cette aventure sportive s'est aujourd'hui transformée en une véritable aventure humaine pour Margot Bock et Carla Sénéchal, qui partagent tout 6 mois dans l'année. Et aujourd'hui, plus que jamais, l'addition de ces deux grands talents fait grandir le sport féminin français. J'ajoute que le panorama diffusé cette semaine après le journal vous plonge dans l'univers du bobsleigh à la Plagne. Elle aussi porte fièrement les couleurs françaises depuis maintenant plusieurs saisons. Perrine Lafont, championne olympique de ski de boss en 2018 à Sochi et quadruple vainqueur de la Coupe du monde de la discipline, a remporté ce lundi à Almaty au Kazakhstan le dernier titre qui manquait à son palmarès. Elle est désormais championne du monde de ski de boss en simple. La Pyrénéenne, par ailleurs étudiante à Annecy, a donc tout gagné à 22 ans. En football, le derby au Savoyard des 16e de finale de la Coupe de France masculine entre le GFA Rumilly-Vallière et le FC Annecy des 16e de finale de la Coupe de France a tenu toutes ses promesses, du moins au niveau du scénario. Les joueurs de l'Albanais avaient ouvert le score grâce à Armel Lyongo à la demi-heure de jeu. Alexandre Fillon égalise pour le FC Annecy à la 53e minute. Les deux équipes vont alors se départager au tir au but puisque les prolongations ont été supprimées. Les pensionnaires de National 2 s'imposent finalement 6-5 au pénalty et créent la surprise. Le tirage au sort des 8e de finale aura lieu ce lundi soir. Un mot de la pandémie de coronavirus avant de se quitter. Les autorités ont mis un sérieux coup d'accélérateur sur la vaccination ce week-end. Vous avez d'ailleurs pu suivre ce samedi sur notre page Facebook le début de l'opération spéciale organisée par la préfecture de Haute-Savoie sur le Paquet à Annecy. 12 lignes de vaccination éphémères ont été installées sous des tentes installées par la ville, réservées aux personnes âgées de plus de 75 ans et aux 50-74 ans présentant une comorbidité. Elles ont accueilli du public samedi et dimanche tout au long de la journée. Une foule nombreuse était au rendez-vous pour obtenir une première injection. Certains ont attendu plusieurs heures. Victoria Lopez est allée à la rencontre de ce public patient. On écoute quelques témoignages. Je suis moniteur de ski. Je n'ai pas pu travailler cet hiver à cause de la pandémie. Et j'espère bien qu'avec la vaccination, on pourra reprendre une vie normale prochainement. Il y a un moment qu'on nous l'annonce, mais on ne pouvait pas se faire vacciner. Donc l'opération d'aujourd'hui, je pense que c'est une très bonne chose. Et on voit le nombre de personnes qui sont venues. Je pense que tout le monde attend ça avec impatience. Moi, j'ai eu le Covid au mois d'octobre, donc je suis d'autant plus sensibilisé aux dégâts que ça peut faire, quoi. Voilà. Non, c'est bien, c'est une bonne initiative et je pense que tout le monde devrait venir se faire vacciner. J'estime que il y a peut-être effectivement quelques contre-indications, enfin quelques effets secondaires au vaccin. J'estime que vu mon âge, je vais avoir 70 ans cette année, et vu les quelques maladies que j'ai, en particulier mon embonpoint, voilà, j'ai moins de risques à me faire vacciner plutôt qu'à attraper cette maladie. J'ai reçu un message en me disant qu'il fallait que c'était ouvert ce matin, il fallait que je puisse venir, quoi. Voilà. Et je viens pour protéger ma famille et mes petits-enfants et tout le monde. Voilà. Et pour être encore plus précis sur cette campagne de vaccination d'envergure de ce week-end, sachez qu'il y a eu en tout 1811 personnes vaccinées sur ces 2 jours à Annecy, un résultat très au-dessus de l'objectif initial qui était de 1000 vaccinations. En Savoie, le cap des 1000 injections a lui aussi été dépassé. Et puis toujours en Savoie, Pascal Bolo, le préfet du département, a décidé, en concertation avec la direction académique, de procéder à la fermeture de 4 écoles suite à la détection de cas positifs à la Covid-19. Les établissements concernés par cette fermeture sont l'école élémentaire de Gilly-sur-Isère jusqu'au 9 mars, l'école primaire de la Giette jusqu'au 12 mars, l'école primaire de Pussy à la Léchère sera fermée quant à elle jusqu'au 9 mars et enfin l'école primaire de Saint-Thibaud-de-Cloux restera fermée jusqu'au 12 mars. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Après la météo de Thierry Paulme, vous retrouverez donc Victoria Lopez pour une nouvelle semaine de Panorama. L'émission a fait escale à La Plagne pour une immersion dans le monde du bobsleigh. Je vous retrouve mardi pour un nouveau journal. Prenez soin de vous. Passez une très belle soirée. À demain.